J'ai cette facilité de ressentir les émotions des autres et de les comprendre. Et en l'occurrence, lui, quand il était dans une phase de victimisation, j'étais son principal soutien. Ce qui peut aider par rapport à ces profils-là de pervers narcissiques, c'est la question de timing. C'est-à-dire que quand tout va vite, quand tout est trop beau pour être vrai, faut écouter son intuition. J'étais encore, j'allais dire folle amoureuse, mais non, j'étais encore sous emprise à ce moment-là. Il a vraiment tapé alors qu'on était en train de rouler autour de lui, j'étais juste à côté de lui, ça était très violent. Et il m'a hurlé dessus en me disant que de toute manière, j'allais rien faire de ma vie et que si je partais et que je le quittais, j'allais juste aller me suicider et que je pourrais rien faire d'autre, quoi. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Julia qui est notre invitée pour un témoignage sur son expérience avec un pervers narcissique, en tout cas qu'elle qualifie ainsi. C'est important pour nous aujourd'hui d'organiser ces témoignages. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit aussi beaucoup de commentaires qui nous disent que c'est un phénomène de mode, qu'on est un cabinet qui défend beaucoup les victimes de pervers narcissiques et que finalement c'est pour des questions de business. Et en fait pour nous c'était important de montrer que ce que les victimes nous racontent, quel est l'envers du décor, puisque également il peut y avoir une nécessité de faire comprendre aux magistrats, à la police, que ce que vivent ces victimes est massif, que c'est littéralement un phénomène de société. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Julia est présente pour nous raconter ce qu'elle a vécu pendant combien de temps du coup, Julia ? Pendant 5 ans. Pendant 5 ans, tu as été en relation avec un pervers narcissique ? Oui. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu voudrais raconter ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Ce qui m'a marqué le plus, c'est que j'étais sous emprise totale et que j'ai mis énormément de temps à m'en rendre compte, en fait. Ça a été la facilité déconcertante, en fait, de tomber dans le piège alors que je pensais vivre une histoire d'amour vraiment incroyable avec cette personne. Et c'est... la facilité que cette personne a eue de manipuler totalement de A à Z jusqu'à contrôler littéralement tous les aspects de ma vie. Du coup. C'est-à-dire, par exemple, elle contrôlait quoi comme aspect de ta vie ? J'avais l'impression d'être devenue sa chose sur tous les plans. C'est-à-dire que je pouvais plus penser par moi-même, je pouvais plus m'habiller par moi-même, je pouvais plus être maître de mon activité physique. Enfin, il choisissait tout ce que je devais faire, tout ce que je devais manger, comment est-ce que je devais gérer mon entreprise, parce que je suis auto-entrepreneur, ce que je faisais de mon argent, bien entendu, et aussi mes rêves et mes projets. Il m'a isolée de tout, de ma famille, de mes amis, donc j'étais vraiment en fait à sa merci. Et en fait, c'est fou parce que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Est-ce que ça peut paraître fou de dire tout ça ? Enfin, personne n'a envie de se retrouver dans cet état-là. Et pourtant, c'est un processus qui met des mois, voire des années. Et en fait, on tombe dedans. Et quand on se rend compte, en tout cas, quand je m'en suis rendu compte, j'ai été dans le déni pendant longtemps. Parce que je voulais pas accepter d'avoir été à ce stade-là manipulée, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as ouvert les yeux ? C'est quand il a commencé à être violent physiquement. Sur autre chose que moi, on va dire, dans le sens où moi j'ai connu la violence physique, pas dans les coups sur moi, mais c'était des objets qui étaient jetés à côté de moi ou vraiment des cris très proches de moi. Mais il te criait dans les oreilles, tu veux dire, ou face dessus, à face en fait, il était très très proche de moi, mais il n'allait pas, enfin, il me tapait pas. Mais c'était, il me saisissait, il m'empêchait de bouger. C'était pas de la vue, enfin c'était pas des coups, quoi. J'avais pas de traces, mais c'était très violent. Dans des endroits aussi où j'avais pas forcément la possibilité de partir. Donc il y avait souvent des crises de colère en voiture, par exemple, mais quand on roulait, des choses comme ça. Et en fait, il s'en est pris à ma chienne, du coup ma jeune chienne qui avait 1 an, et enfin sans aucune raison. Parce que tu l'aimais ? Ma chienne ? Bah oui. Oui, forcément. Peut-être pour ça qu'il s'en est pris à ta chienne. Et du coup, c'est très paradoxal, mais vu que j'étais dans cette phase de déni, j'acceptais, enfin c'est pas vraiment le mot, mais cette violence verbale, psychologique, physique sur moi. Mais le fait de le voir agir comme ça, du coup, avec ma chienne, ça a été la goutte de trop, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait à ta chienne ? Il l'a frappé. Il a frappé ta chienne ? Il l'a frappé, un gros coup de pied dans les côtes, sans aucune raison. En plus, ce jour-là... Mais de toute façon, il n'y a jamais de raison pour frapper un chien, ou qui que ce soit, d'ailleurs. On est d'accord, mais en fait, c'était une violence extrême d'un coup.
sans contexte, quoi. Ouais. Et sans parler de tous les autres moments où on pouvait se disputer un petit peu. C'était rare parce que c'était très violent, donc je faisais tout pour les éviter. Mais du coup, elle prenait ma défense. Et, c'est ta chienne qui prenait ta défense ? Ok. Et du coup, en fait, la scène vraiment qui m'a fait ouvrir les yeux et qui a commencé à ce processus de fuite, c'est justement parce que je commençais à me rendre compte que c'était pas normal et qu'il fallait que je parte. Et j'habitais pas loin de la mer à l'époque. Et comme je savais que j'allais partir de cet endroit, j'ai voulu aller marcher, faire une dernière marche là-bas, quoi. Et ma chienne, elle adorait aussi cet endroit, donc on a été toutes les deux, sauf qu'il me laissait pas partir toute seule. Donc il a voulu venir avec moi. T'avais pas le droit de sortir. Non. Donc, en fait, j'avais le droit de faire ce que je voulais. Mais derrière, il me culpabilisait. Et du coup, il déguisait ça sous forme de « vas-y, on va faire ça ensemble ». Mais en fait, c'était une certaine pression qu'il me mettait parce qu'il supportait pas que je parle à quelqu'un d'autre ou que je sois libre de faire des choses parce qu'il avait pas du tout confiance. Il pensait que je ne sais quoi allait se passer. Et du coup, il m'a accompagnée à ce moment-là. On a passé 3 heures où c'était super, à la mer. Ma petite chienne, elle jouait. Tout allait très bien. Et en fait, elle a joué avec lui un moment. Il prenait sa balle... Et elle lui a sauté un peu, mais juste d'excitation, quoi, de joie pour récupérer la balle. Et c'est là qu'il sonnait près elle et lui a mis des gros coups de pied dans les côtes. Oh, et en fait, c'est tellement violent et c'est tellement un contexte où on s'y attend pas. Parce que je m'attendais, par exemple, dans les moments où on se disputait, que du coup, ça puisse monter en phase, etc. Mais là, c'était un contexte où tout allait bien depuis 3 heures. On était à la mer. Tout le monde était bien. Et lui, il s'en est pris à elle à ce moment-là. Et en fait, ça crée chez toi de la sidération. Oui, et à ce moment-là, je m'en suis énormément voulu parce que j'ai rien pu faire. Et j'étais tellement choquée que c'était freezing, quoi. Ouais. Et ça m'a pris 2 minutes où juste j'ai rattaché ma chienne, je l'ai prise, j'ai rien dit, je suis partie. Et je suis remontée dans la voiture, il m'a suivi, il a rien dit. Sur la route du retour, comme si de rien n'était, et il me dit « Oh, on va aller à la salle de sport, là, on fait quoi ce soir ?» Même pas, il s'excuse. En fait, il occulte totalement ce qui vient de se passer. Aucune conscience de ses actes. Pas du tout. Et là, c'était le déclic, en fait. C'était la chienne, le déclic. Et là, je me suis dit, il faut que je parte. Parce que cette chienne, moi, je travaille dans le bien-être animal en plus, donc c'est des valeurs qui sont très fortes pour moi. C'est comme mon enfant, quoi. Et le fait qu'il s'en prenne à elle, c'est montrer, en fait, la valeur qu'il me portait et aussi le fait que... il savait très bien ce qu'il faisait, quoi. C'était pour s'en prendre indirectement à moi. Et c'était une façon aussi de garder une certaine pression sur moi. Voilà. Et ton entourage, qu'est-ce que ton entourage a pensé de la relation, disons, au fur et à mesure de la rencontre jusqu'à la séparation ? Ça a été très compliqué parce que c'était Monsieur Parfait. Et ça veut dire quoi, Monsieur Parfait ? C'est que il s'est toujours très bien comporté en public, devant ma famille. Et je dis bien devant, parce que quand c'était dans le privé, c'était pas pareil. Un autre visage. Voilà. Mais du coup, il a jamais montré de signes publiquement comme quoi c'était quelqu'un de violent, quelqu'un de manipulateur. Tout se passait dans l'intimité. Et donc ça a été, je pense, la phase la plus difficile parce que quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai décidé de partir, j'avais profondément honte et je ne pouvais pas en parler, en fait, aux personnes. Enfin, j'avais l'impression que je ne pouvais pas en parler autour de moi parce que personne n'allait me croire. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. J'ai perdu une de mes meilleures amies dans cette histoire qui a pris son parti parce elle ne pouvait pas imaginer, en fait, qu'il avait été comme ça avec moi. Et donc c'est super dur parce que ils sont très forts, quoi. Et lui, en l'occurrence, il s'est empressé de raconter une version que certains ont préféré croire. Parce qu'ils ne veulent pas forcément accepter aussi que lui, il a ce visage-là, réellement. Donc j'ai accepté pendant un temps d'être la folle et la manipulatrice, et après j'ai fini par couper les ponts complètement avec ces personnes-là, et de plus essayer de me justifier. Ouais. Et du coup, ce sentiment de honte là dont tu parlais il y a un instant, il a disparu ? Ou il est encore présent ? Il a disparu après beaucoup de travail. C'est différent aujourd'hui, parce que maintenant j'ai refait totalement... toute la relation, j'ai pris du recul, j'ai compris, j'ai analysé et j'ai eu une grande colère, très grande colère contre lui-même au début. Pendant la relation ? Non, à la fin. À la fin de la relation, ouais. Contre lui, et après ça a été contre moi-même, et ça a été la phase la plus difficile à gérer. Et pourquoi tu étais en colère contre toi-même ? Parce que quand je me suis rendu compte, que j'ai ouvert les yeux, que j'ai conscientisé tout ce qui s'était passé et tout ce que j'avais accepté sous l'emprise,
j'avais une grosse haine, en fait. C'est pas possible de se faire traiter comme ça, en fait. Et a posteriori, est-ce que tu as été capable de comprendre pourquoi tu as accepté ça? Est-ce que il y a des éléments dans ton histoire qui font que tu as compris pourquoi tu as accepté ça, ou tu penses que finalement, cette emprise, ça peut arriver à n'importe quelle personne dans sa vie, à n'importe quel moment de la vie? Je pense que ça peut arriver à n'importe quelle personne. Oui. Et pour le coup, moi, j'ai su analyser, on va dire, ma part de responsabilité, parce que je suis quelqu'un de très empathique, et je me suis beaucoup renseignée justement sur les profils types, et parce que j'avais pas envie de revivre ça. Mais du coup, je pense que sur ce plan-là, mon erreur a été que je vois, enfin, j'ai cette facilité de ressentir les émotions des autres et de les comprendre. Et en l'occurrence, lui, quand il était dans une phase de victimisation, j'étais son principal soutien. Et du coup, mon erreur a été d'être trop empathique et de le faire passer en premier. Et il se nourrissait de ça. Donc je pense que la fragilité que j'avais dans cette relation qui, lui, était une aubaine, c'était ça. Et c'est ma grande empathie. Mais finalement, aujourd'hui, j'arrive à me dire que cette expérience était positive, avec de gros guillemets, dans le sens où ça m'a appris beaucoup sur moi. Et que je saurais maintenant analyser les personnes et essayer de me protéger face à ce profil-là. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'avoir un radar pour identifier les personnes? Oui. Ouais. Et c'est compliqué parce que je commence juste à guérir après quasiment 1 an, du coup, de fuite. Et j'ai encore besoin de retravailler sur la confiance que je porte aux autres. Et j'ai encore cette grande peur de me dire que je vais recroiser ce profil de personne, parce que ça peut être monsieur, madame, tout le monde, en fait. Est-ce que quand tu vois des personnes maintenant que tu rencontres, des hommes, des femmes, tu te dis finalement cette personne, ça peut être une toute autre personne très dangereuse et je vais être prudente dans ma rencontre? Oui. C'est ça que tu te dis? Oui, oui. Et qu'il faut vraiment pas se fier aux apparences. Mais pour le coup, je pense que ce qui peut aider par rapport à ces profils-là de pervers narcissiques, c'est la question de timing. C'est-à-dire que quand tout va vite, quand tout est trop beau pour être vrai, il faut écouter son intuition. Et en l'occurrence, moi j'ai refait toute mon histoire, j'ai vraiment écrit tout, des pages et des pages, et des red flags, il y en avait. Et quels étaient-ils? Que justement, au tout début de la relation, mes proches m'ont prévenu que que ça allait vite. Et moi je leur répondais naïvement, bêtement, mais je suis en train de vivre l'histoire d'amour de ma vie, vous comprenez pas en fait. Ouais. Il y a eu ça. Ça veut dire quoi vite d'ailleurs? Par exemple. Très rapide. Moi, cette personne, j'ai commencé à parler avec lui pendant 3 mois à distance. Et en fait, à partir du moment où on s'est rencontrés, on s'est pas lâchés. On s'est vus tous les week-ends, on est partis en vacances ensemble. Et en fait, c'était assez perturbant parce que moi, j'avais jamais connu de relation. Enfin, c'était ma 2e relation, j'étais assez jeune. Mais en fait, je savais pas trop comment. Enfin, si c'était normal. Et en même temps, il y avait des petits red flags. Mais il y avait tellement une phase de séduction et de lune de miel incroyable que j'étais en mode ouais, mais bon, il est quand même super. Ouais, là, j'ai pas trop apprécié ça, mais en même temps, il a l'air incroyable, donc j'ai encore envie d'aller expérimenter plus loin cette relation et tout. Voilà. Et en fait, moi, je suis restée 5 ans avec cette personne, mais ce qui a retardé un peu le processus, c'est qu'on a vécu 3 ans à distance. Et en fait, cette phase de distance, ça m'a protégée. Parce que pendant cette phase-là, j'avais mon indépendance, je continuais à avoir mes amis, j'avais mes projets. Et c'est à partir du moment où j'ai emménagé avec lui que là, c'était la descente aux enfers. Et c'était d'ailleurs très dur à vivre parce que je me rappelle précisément que le jour où il a emménagé chez moi, on était censé être heureux parce qu'on attendait ça avec impatience. Et mon corps a été en mode protection. C'est-à-dire que je ne savais pas l'expliquer à ce moment-là, et maintenant je le comprends, mais j'avais de la colère en moi
comme si il venait briser ma tranquillité, mon intimité. Et à ce moment-là, c'était vraiment mon intuition et mon corps qui me disaient mais non, méfie-toi, c'est pas la personne que tu penses. Sauf que du coup, je m'en suis voulu d'avoir ce sentiment-là et j'ai rien dit, j'ai refoulé ça. Et en fait, j'aurais dû écouter mon intuition à ce moment-là. Écouter ton corps. Ouais, vraiment. Et comment ça s'est passé la rupture ? T'as réussi à partir facilement, pas facilement? En général, c'est compliqué. Il y a eu deux phases. Ouais. Je suis partie une première fois. Là, ça ressemblait à une rupture d'une relation saine, j'avais envie de dire. Il y a eu beaucoup de négociations et beaucoup de violence verbale de sa part, mais je trouvais que ça allait encore. C'était la première fois que j'expérimentais la rupture, donc pour moi, c'était normal. Il m'a laissé partir parce que après, je lui ai pas trop laissé le choix. Et à ce moment-là, ça a été plus une période vraiment de break pour moi. Et finalement, je suis revenue parce que en fait, on s'était dit qu'on allait se retrouver, quoi. Enfin, moi, je l'ai pas vécu comme une première rupture. Et après, j'ai eu besoin de revenir. Et en fait, c'est à ce moment-là que tout est parti un petit peu mal, dans le sens où on a décidé de se remettre ensemble. Et moi, pendant cette phase de break qui a duré quelques mois, j'ai vraiment travaillé sur moi. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai ouvert mon entreprise, j'ai fait plein de rencontres. C'était incroyable. Merci. Et bêtement, vraiment bêtement et naïvement, je pensais que lui aussi, il allait vivre des nouvelles choses et qu'on allait juste se retrouver après une petite période séparée. Et ça n'a pas du tout été le cas. En fait, pendant ce temps-là, lui, il avait trouvé plein d'autres victimes. Je les appelle victimes parce que pour moi, elles ont vécu la même chose que ce qu'il m'avait fait vivre. Mais du coup, lui, c'était pas du tout ça. Et mais pour autant, je suis quand même retombée en fait dans son discours parce que j'étais encore, j'allais dire folle amoureuse, mais non, j'étais encore sous emprise à ce moment-là. Et du coup, je suis retournée avec lui. Et ça a été les 4 mois les pires de ma vie. Parce que en fait, il avait atteint un degré de, j'allais dire, cruauté, c'est le cas, encore plus grand qu'avant. Il n'y avait plus de limite. Ça allait crescendo. Ouais, et comme j'étais partie une première fois et qu'il savait que potentiellement j'allais pouvoir repartir, c'était encore plus violent. Ouais. Et c'était très compliqué. Voilà. Par exemple, quand je me suis remis avec lui, une des phrases qui m'a le plus marquée, ça faisait 1 semaine qu'on avait décidé de se remettre ensemble. On a eu une longue discussion. Je lui avais expliqué que du coup, j'avais évolué, que j'avais des limites, que machin. Il m'avait dit qu'il était OK, que ça allait bien se passer cette fois-ci, que ce serait différent. Et j'ai de nouveau eu cette intuition, mon corps qui me disait non, c'est pas possible. Du coup, je lui ai dit, on était en voiture, du coup, je lui ai dit que je pensais que j'allais partir, en fait, que c'était pas une bonne chose. Donc, au bout d'1 semaine. Et à ce moment-là, du coup, il a eu une énorme crise de colère. Et il a vraiment tapé alors qu'on était en train de rouler autour de lui. J'étais juste à côté de lui, ça a été très violent. Et il m'a hurlé dessus en me disant que de toute manière, j'allais rien faire de ma vie et que si je partais et que je le quittais, j'allais juste aller me suicider et que je pourrais rien faire d'autre, quoi. Que sans lui, j'étais rien. Et à ce moment-là, ça a été le début de la descente aux enfers parce que plutôt que de réagir et de partir tout de suite, je me suis vraiment repliée sur moi-même. Et je me suis dit non, je veux pas accepter que de nouveau c'est ça, je veux pas accepter qu'en fait j'ai fait cette erreur de me remettre avec lui. Et ça a duré 4 mois jusqu'à l'épisode avec ma chienne. Okay. Et quand je suis partie, du coup, définitivement, en fait, je lui ai menti. Je lui ai dit, j'ai trouvé l'excuse de Noël. Je lui ai dit, je veux passer Noël avec ma famille. Je pars. Et le lendemain, le matin même, j'ai mis le maximum d'affaires possible dans ma voiture. Et je suis partie. Et lui, il pensait que j'allais revenir 1 semaine après. Et finalement, quand je suis revenue avec ma mère. Parce que je voulais pas revenir toute seule là-bas. J'étais tétanisée. Et quand je suis revenue, j'ai récupéré les dernières affaires qui me restaient. Et lui, il n'avait pas attendu 3 jours pour déjà faire venir des filles dans notre maison. Et tout. Voilà. La classe. Voilà. Mon Dieu. Cette interview, c'est vraiment exceptionnel de t'écouter. On doit respecter un certain timing. Si tu avais quelque chose à dire à toutes ces victimes qui sont en train de vivre ça aujourd'hui, quel message tu voudrais aujourd'hui leur transmettre ? J'aimerais dire que, pour moi, la phase qui a été la plus difficile, ça a été la phase de prise de conscience, mais quand j'étais encore dans la relation. Ce qui est très important, c'est de parler, de trouver au moins une personne ressource. Moi, ça a été une amie
m'a écouté, qui m'a pas jugé. Et de se sentir légitime, de pas... de comprendre la différence entre l'amour et l'emprise. Et de vraiment penser à soi et avoir des personnes ressources pour nous aider à quitter en fait, ce fonctionnement-là. Et même si on a l'impression qu'à ce moment précis, effectivement, on va rien faire de notre vie, qu'on n'arrivera à rien sans cette personne, c'est juste ce qu'ils veulent nous faire croire et c'est pas le cas. Et c'est dur, mais franchement, ça vaut la peine et c'est pas une vie que de vivre avec des personnes qui se nourrissent de notre lumière comme ça. Donc c'est possible de s'en remettre et il faut vraiment avoir le courage de partir et s'entourer des personnes qui nous aident à véritablement sortir de ce chaos. Merci Julia, garde ta lumière. Merci pour ce témoignage, bon retour et à bientôt. Merci. Au revoir.